Bienvenue à ce webinaire d'information consacré aux licences dans HAL, au nom du CCSD et des représentants élus de l'Assemblée des partenaires. Nous vous remercions de votre présence nombreuse aujourd'hui qui témoigne donc de votre intérêt pour cette évolution importante. Donc HAL va en effet prochainement évoluer pour intégrer systématiquement des licences au dépôt avec fichier dans HAL. Et avant de... Hop, voilà. Et avant de poursuivre, je tenais à clarifier un premier point de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une licence Qu'est-ce que c'est qu'une licence? Donc, il s'agit des conditions de réutilisation des fichiers déposés dans HAL qui s'appliquent à un tiers. Nous allons utiliser le terme générique de licence dans cette présentation et puis de manière plus générale, qui englobe à la fois des licences Creative Commons, mais également d'autres types de licences, et nous le verrons tout à l'heure. Nathalie reviendra sur ce sujet. Donc, permettez-moi d'abord de me présenter brièvement. Donc, je suis Hélène Bénis, et responsable du pôle assistance, formation et animation du CCSD. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Nathalie Fargier, directrice du CCSD, Yannick Barborini, responsable conception et développement HAL. Et nous avons également le plaisir d'accueillir donc les représentantes élues de l'Assemblée des partenaires de HAL, et en particulier Emmanuel Paulet-Grand-Guillot de l'Université de Nantes, Claire Le Breton de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, si je voilà. Christine Hollendorf arts et métiers, et puis Françoise Rousseau-Hans du CEA. Merci à vous d'être présente aujourd'hui. Votre présence témoigne de la dimension collective et partenariale de cette évolution. Donc ce webinaire va nous donner l'occasion de vous présenter en fait les enjeux et le calendrier de déploiement de cette évolution, d'identifier ensemble les évolutions techniques qui seront apportées en particulier aux interfaces, mais pas uniquement. Yannick vous le présentera, de découvrir également les dispositifs d'accompagnement qui seront mis à votre disposition, et ce qui vous permettra d'anticiper les questions de vos propres communautés de recherche. Vous aurez ainsi l'occasion d'échanger avec les membres du CCSD et donc les représentants de l'Assemblée des partenaires de HAL. Donc, au programme de cette présentation, après cette brève introduction, Nathalie vous présentera la politique de licence qui est mise en œuvre dans HAL et vous présentera les raisons de cette évolution et les principes qui ont été retenus. Yannick reviendra sur la dimension technique de cette évolution en vous présentant ce qu'il va concrètement changer. Et de mon côté, je ferai une présentation rapide des ressources qui seront mises à votre disposition. À l'issue de cette première partie du webinaire qui devrait durer environ 40 minutes, nous vous proposons une vingtaine de minutes pour vos questions. Et nous vous invitons pour cela à utiliser le module questions-réponses, puisqu'en fait, vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses aujourd'hui. Donc, voilà, nous avons fait le choix de relayer vos questions. Un dernier point avant de laisser la parole à Nathalie. Ce webinaire donc, est enregistré et vous pourrez donc le revoir ultérieurement sur la chaîne Canalu du CCSD ou le partager avec vos collègues. Le module questions-réponses est ouvert dès à présent. Léo, Camille, Agnès et Timothée, un grand merci à eux, modèrent vos questions en direct. Et nous pourrons y répondre ensemble en fin de session. Un petit point d'attention concernant justement les questions. Nous avons créé un espace spécifique dédié aux cas de dépôt particuliers, ces situations particulières qui nécessitent une analyse détaillée au cas par cas. Nous allons vous partager un document qui vous sera présenté dans la partie accompagnement, et vous pourrez rapporter dans cet espace-là vos questions spécifiques qui serviront à alimenter notre réflexion et à proposer ensuite à l'ensemble de la communauté des cas d'usage qui s'appuient sur vos retours d'expérience. Nathalie, je te laisse la parole.
Merci beaucoup Hélène. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'associe aux remerciements d'Hélène et je suis très heureuse de vous, pas vous voir complètement, mais en tout cas de constater que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir pris le temps de participer à ce séminaire, ce qui effectivement, comme l'a souligné Hélène, témoigne de l'intérêt et de l'importance de cette question. Donc, dans cette première partie, l'idée était de vous présenter, voilà, de quelle base nous étions partis et comment nous avions réfléchi avec les élus et le comité d'orientation du CCSD pour proposer un nouveau cadre en fait pour les dépôts d'Oral. Le constat que nous avons partagé, et vous le savez, hein, utilisateurs et utilisatrices de HAL, c'est que actuellement il existe des règles variables en fait selon le type des fichiers et il peut y avoir dans certains cas une obligation d'attribuer une licence. C'est notamment le cas pour un nombre restreint de fichiers, les codes, les logiciels, les images, les cartes, également les vidéos et les fichiers audio. En revanche, pour l'ensemble des autres types de fichiers qui peuvent être déposés dans HAL, la licence lors du dépôt est facultative et il est possible pour le déposant, la déposante, effectivement, lors de la complétion du formulaire de dépôt, d'associer, si elle le souhaite ou s'il le souhaite, une licence en fait pour préciser, décrire les conditions et les modalités de réutilisation de son fichier. L'épreuve des faits montre que cette option est très faiblement utilisée et en l'état, on a fait le constat que plus de trois quarts en fait des fichiers qui sont actuellement présents dans HAL ne disposent pas de licence claire permettant de préciser les conditions de réutilisation. Donc cette situation, elle est problématique à plus d'un titre, mais principalement, elle ne permet pas en fait aux utilisateurs qui souhaiteraient soit partager le fichier, soit effectivement l'utiliser de manière partielle, le modifier, en faire autre chose, le faire en toute connaissance de cause. Et donc c'est au regard de cette situation qu'il nous a paru important de mettre en œuvre une évolution importante. Donc ce travail il a été porté par l'équipe du CCSD par le biais d'une instruction préalable. Alors c'est un projet enfin en tout cas c'est une idée qui mature depuis longtemps au sein du CCSD qui a été mise en œuvre récemment. Et puis après on a mobilisé le comité d'orientation de la gouvernance du CCSD au sein duquel participent les élus qu'Hélène a présentés, mais également les membres du comité de pilotage qui représentent à la fois les tutelles du CCSD, mais également France Université et le ministère. Donc, cette question des licences, en tout cas de la clarification et de la plus grande visibilité à donner aux conditions de réutilisation des fichiers déposés dans HAL a été abordée dans différentes réunions de cette instance et a donné lieu à des recommandations en fait qui ont été publiées sur le site du CCSD. Donc, je vais vous présenter le cœur de ces recommandations et puis les principes que nous avons retenus et qui vont être mis en œuvre. Mais surtout, je souhaitais insister sur le fait que le comité d'orientation a insisté et a mis un accent très fort en fait sur la nécessité de mettre en place un accompagnement renforcé et dédié en fait pour porter dans de bonnes conditions l'évolution du dispositif. Quels sont les objectifs en fait qui étaient les nôtres? Donc, comme je vous l'ai indiqué, la situation actuelle était assez insatisfaisante parce qu'il y avait insuffisamment de lisibilité sur ce qu'il était possible de faire dans les fichiers de HAL. Mais au-delà de cela, l'enjeu n'était pas simplement effectivement de compléter au mieux le formulaire de dépôt et des métadonnées. Il nous paraissait important, et c'était le premier enjeu, que c'était aussi une manière de conforter la position de HAL, qui est déjà une brique absolument centrale et essentielle de l'écosystème de la science ouverte, hein. Nous avons, voilà, c'est un objectif en acte pour nous très important de montrer notre exemplarité au regard d'un certain nombre de bonnes pratiques, de recommandations. En premier lieu, un alignement avec les principes FAIR, hein, et le R de réutilisation était fondamental et la question de déclarer clairement ce qu'il est possible de faire des objets déposés dans HAL était une nécessité. Mais il y a également tout un tas d'autres recommandations et à titre d'exemple, on peut citer les principes pour les infrastructures de communication scientifique qui posent aussi cet enjeu en fait d'être particulièrement lisible et clair sur la réutilisation. La deuxième objectif pour nous, c'était aussi de sécuriser la réutilisation des fichiers
et que la situation actuellement fragmentée, en fait, avec des modalités de gestion variables selon le type de fichier, n'était plus tenable dans le temps et qu'il était urgent, effectivement, et vraiment nécessaire d'avoir une approche complètement cohérente pour l'ensemble des fichiers et qu'au-delà de cette extension du dispositif à tous les fichiers déposés dans RAL, il fallait aussi choisir des modalités qui permettent une information la plus transparente possible. Le troisième enjeu aussi, c'était l'intégralité des types de dépôts étant couverts dans HAL, avec des licences qui permettaient une clarification, une transparence sur les conditions de réutilisation. Pour nous, là, l'enjeu, c'était effectivement de revenir un petit peu au cœur de HAL, hein. C'était effectivement de contribuer à la circulation, en fait, des objets et des contenus académiques. Bien sûr, pas de manière anarchique, mais dans le respect, en fait, du cadre légal et de l'ensemble des droits qui peuvent être associés aux fichiers déposés dans l'archive. Euh, Dans la slide suivante, effectivement, voilà, se trouve réaffirmé. Donc là, on a convergé de manière assez rapide sur le fait qu'il était absolument indispensable de désormais rendre obligatoire l'attribution d'une licence à l'ensemble des fichiers déposés dans RAL. Donc cet impératif, en fait, il se fait dans un cadre particulier avec la volonté voilà, d'équilibrer le libre choix de l'auteur. Il nous semblait important de rappeler que c'était à chaque auteur hein, de choisir la licence associée au fichier qu'il dépose dans RAL. Et là, ce que nous avons prévu, c'est qu'effectivement, il pourra choisir dans une liste validée et fermée, en fait, de licences reconnues. Donc, ont été retenus trois types d'objets, les licences Creative Commons, Etalab et puis également la mention copyright. Bien sûr, le choix de la licence se fait dans un cadre, hein. Il s'agit effectivement d'un article qui a fait l'objet d'accords de diffusion avec des éditeurs, le choix de la licence doit bien sûr s'inscrire dans le respect de ces accords de diffusion et d'édition. Ce cadre étant posé, nous avons souhaité effectivement poser une recommandation émanant du CCSD en faveur de la licence Creative Commons CC BY qui, comme vous le savez, permet à la fois la réutilisation, la diffusion du fichier déposé avec effectivement l'obligation bien sûr de créditer l'auteur de l'objet et du fichier. Ça nous paraissait être, on a fait ce choix parce que la licence ici BY est pleinement en cohérence avec les principes de la science ouverte et elle nous paraissait au mieux, comme d'autres archives, comme d'autres infrastructures ont fait le choix, de favoriser la circulation la plus large des contenus académiques. Alors, je me permets d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une licence qui est recommandée. Ce n'est nullement une obligation. Il n'y aura aucune licence imposée par défaut lorsqu'un dépôt de fichier sera effectué dans HAL. Donc, je reviens au principe précédemment présenté. Il s'agit bien sûr à chaque fois de l'auteur qui restera libre de son choix d'une licence qui devra être adaptée à sa situation et à la nature du fichier et éventuellement les accords avec des éditeurs qui ont été signés pour la diffusion de ces fichiers. Pour passer maintenant plus concrètement, en fait, aux modalités de mise en œuvre de ces principes et de ce nouveau cadre de fonctionnement dans HAL, nous avons distingué deux aspects. Déjà, traiter l'existant, c'est-à-dire les fichiers qui ont déjà fait l'objet d'un dépôt et qui sont actuellement présents dans l'archive. Donc là, on a fait le choix d'une approche très pragmatique, en fait, et à la fois respectueuse du choix et des droits des auteurs. Donc, comme vous le savez, il est impossible d'attribuer de manière rétroactive des licences hein, sans un accord explicite des auteurs, en fait, des objets concernés. Et je crois qu'il faut reconnaître qu'il aurait été totalement irréaliste et irréalisable d'espérer à la fois contacter les auteurs et obtenir une réponse de leur part. Donc, dans ce contexte, au regard des contraintes pesant, voilà, le principe de réalité s'est assez rapidement imposé. Et en fait, voilà, pour l'ensemble de ces fichiers déjà présents dans HAL, nous allons nous appuyer en fait sur l'autorisation HAL qui est consentie lors d'un dépôt. Comme vous le savez, lors du dépôt, chaque déposant, afin de finaliser son dépôt, accorde au CCSD à HAL le droit de diffuser en fait son document, de le distribuer voilà, au regard de la mission qui est celle de HAL d'être une archive ouverte qui assure également la préservation des contenus. Donc là, le périmètre est relativement restreint hein, puisqu'il s'agit effectivement de HAL, mais voilà, ça cadre quand même
une particularité de diffusion et ça répond au premier objectif de clarification de ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc, on peut effectivement juger ça peut-être peu satisfaisant, mais comme je vous l'indiquais, il semblait quand même difficilement possible d'opter pour une autre solution pour les documents déjà présents. Un autre choix a été fait pour les dépôts à venir dans HAL. Hélène, est-ce que tu peux passer à la... Merci. Donc voilà, donc pour les dépôts futurs, en fait, qui seront faits dans HAL, nous avons distingué ceux qui sont faits par le biais de l'interface web, hein. Et là, dès le mois de janvier 2026, en fait, le caractère obligatoire d'attribution d'une licence pour l'ensemble des fichiers déposés sera visible. Donc Yannick, à la suite de ma présentation, va vous expliquer de quelle manière l'interface de dépôt va évoluer pour faciliter le choix d'une licence. Également, à partir de cette période et même dès à présent, hein, voilà, vont être déployés un certain nombre d'actions qui visent à accompagner au mieux les utilisateurs dans cette évolution. Par ailleurs, il y a d'autres types de dépôts qui sont faits dans HAL, notamment via les API, en l'occurrence l'API Sword. Donc là, on reste sur le même principe. On ne va pas déroger à l'impératif désormais d'attribuer une obligation à tous les fichiers de HAL. Ce qui va être un peu différent pour ce type de dépôt, c'est qu'on a privilégié un calendrier de mise en œuvre qui sera plus progressif à compter du deuxième semestre 2026. Donc ce calendrier un peu plus étendu dans le temps s'explique par la nécessité qu'ont les utilisateurs de cette API Sword d'actualiser leurs outils et potentiellement ils ne sont pas forcément maîtres des outils qu'ils utilisent. Ils doivent dans certains cas passer par des prestataires externes et donc ça nécessite un certain nombre d'évolutions qui prennent plus de temps. Et donc dans ce cas-là, le CCSD bien sûr accompagnera les utilisateurs de ce type d'outils, mais ça sera plutôt effectivement l'équipe de Yannick et l'équipe informatique du CCSD qui sera les interlocuteurs privilégiés des utilisateurs de nos API. Donc là, je vous ai fait à grands traits en fait le dessin de la politique et je passe la parole à Yannick qui va vous présenter concrètement de quelle manière les outils et les interfaces vont évoluer pour assurer la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Merci Nathalie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc là, oui, effectivement, moi je vais vous présenter plutôt les évolutions qui vont être apportées dans l'interface de dépôt et ce qui va changer par rapport à l'interface actuelle que vous connaissez. Alors déjà juste un petit rappel sur la gestion actuelle des licences dans HAL. On sait qu'aujourd'hui, on a deux zones pour enseigner cette licence. Donc, que ce soit la première partie au niveau de l'étape des fichiers, où il est possible d'associer une licence spécifique à chaque fichier déposé. Donc, comme vous pouvez le voir sur la capture en haut à droite, où vous voyez le champ licence qui apparaît. Et la deuxième possibilité, c'est de le faire au niveau de l'étape des métadonnées. Et là, en fait, depuis longtemps, cette information-là, elle n'est pas très claire parce que on renseigne pas à cet endroit-là la licence des métadonnées, mais on renseigne la licence globale qui s'affiche, qui s'applique, pardon, à l'ensemble des fichiers du dépôt. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut saisir l'information licence, mais ça apporte souvent une incompréhension et de qu'est-ce qu'on renseigne et où est-ce qu'on renseigne. Donc, dans dans l'évolution qui va être apportée et mise en place en janvier, on va conserver uniquement la possibilité de renseigner la licence au niveau de l'étape fichier. Donc finalement, c'est la première option, c'est qu'on pourra renseigner la licence uniquement dans cette section fichier où vous aurez la possibilité de le saisir fichier par fichier. Alors évidemment, si on fait ça, il va falloir qu'on fasse une amélioration des fonctionnalités qui permettront d'appliquer une licence sur plusieurs fichiers, parce que des fois, il y a beaucoup de fichiers, donc ça va être l'enjeu, ça sera de proposer quelque chose d'assez pratique pour pouvoir appliquer la licence de manière globale à un ensemble de fichiers. Et bien sûr, comme on a déjà aujourd'hui, mais on mettra plus en avant la possibilité de récupérer la licence à partir du fichier qui a été déposé. Donc aujourd'hui, on a déjà un mécanisme qui se base sur l'outil de Grobid qui nous permet d'extraire l'information licence et de la positionner dans le formulaire de dépôt. Donc ça, c'est quelque chose qui sera toujours fonctionnel.
L'information de licence au niveau de l'étape métadonnée va disparaître. Donc celle-là, comme ça au moins, il n'y aura plus d'ambiguïté. On sera vraiment sur l'information de licence qui s'applique uniquement au niveau des fichiers. Et on va aussi rajouter dans le bloc, avant de déposer le bloc de validation, de l'étape validation, le rappel de la licence sélectionnée ou un raccourci pour pouvoir sélectionner une licence. Donc à droite, vous avez les trois cas, en fait, les trois cas possibles. Le premier cas, bah, c'est si vous avez sélectionné une licence au niveau des fichiers. Juste avant le dépôt, vous aurez un rappel de la licence qui aura été sélectionnée. Donc, comme vous le voyez ici, donc, vous avez sélectionné la licence CC BY NCND et toujours en mettant un lien avec la possibilité de retourner à l'étape fichier pour spécifier des licences propres à chaque fichier, si vous le souhaitez. Voilà. Le deuxième cas qui va être, à mon avis, le cas classique, c'est que la licence n'aura pas été renseignée au niveau des fichiers et au niveau de la récap, donc juste avant de déposer faire votre dépôt, vous aurez ici la possibilité de définir une licence qui s'appliquera à l'ensemble des fichiers de votre dépôt, avec toujours la possibilité d'avoir un lien qui nous ramène à l'étape plus haut qui permettra de sélectionner une licence spécifique pour chaque fichier. Et le troisième cas, parce que celui-là, il existe déjà dans HAL, mais en fait, il faut aussi intégrer ce cas-là, c'est le cas où vous avez fait un dépôt, que vous n'avez pas mentionné de licence et que votre dépôt est associé à un projet ANR. Et ben dans ce cas-là, vous aurez en fait toujours le même bloc en bas du dépôt avant de pouvoir déposer enfin, réellement votre publication. Vous aurez à cet endroit-là un petit rappel du texte de l'ANR avec toujours la possibilité de sélectionner une licence, mais pour le coup, en fait, on mettra une valeur par défaut qui sera la valeur qui sera préconisée par l'ANR. Donc voilà, ça c'est le dernier cas. Donc ces trois cas montrent en fait le bloc licence qui apparaîtra dans l'étape de validation juste avant de faire le dépôt effectif. Euh, alors, ça, c'est pour traiter les futurs dépôts. Maintenant, pour traiter tout l'existant, et donc, bah, comme le disait Nathalie, ça représente majorité, à peu près 75% des dépôts. Et ben, et vu qu'on a le souhait de définir et de mettre une licence sur chacun des fichiers, ben, on a juste mis en place un petit arbre de décision qui est relativement simple qui nous permettra de définir comment est-ce enfin, comment est-ce qu'on définit la licence à appliquer pour chaque fichier. Et donc là, ben, on le traitera, soit il y a une licence qui a déjà été renseignée au niveau du fichier, et dans ce cas-là, on utilisera celle-là, il n'y aura pas de souci. Soit dans le deuxième cas, c'est qu'il n'y a pas de licence au niveau du fichier, mais il y a une licence qui a été renseignée dans la section des métadonnées dans le formulaire de dépôt, et donc dans ce cas-là, on utilisera celle-là. Et le dernier cas, donc par défaut, on utilisera l'autorisation HAL que vous a présenté Nathalie, qui sera l'autorisation euh, par défaut et sur la plupart des dépôts qui seront présents dans HAL. Sur la slide suivante, alors là c'est la slide un peu technique, mais qui est quand même importante de vous présenter. C'est sur les évolutions de la gestion des licences dans le format XML TUI, parce que c'est le format de métadonnées qui est nécessaire pour pouvoir faire de l'import dans HAL ou exporter dans un format le plus exhaustif et le plus précis l'ensemble des métadonnées. Donc en fait, juste pour rappeler, c'est que dans ce fichier TUI, donc il y a différentes sections, et en fait, la première section, dans le TUI header, la licence qui est indiquée ici correspond à la licence des métadonnées. Donc là, on est vraiment la licence des métadonnées qui ont été renseignées dans le formulaire de HAL. Donc là, ça sera par défaut la licence CC0. Et ça, c'est depuis longtemps, c'est la condition et c'est la licence qui est appliquée aux métadonnées. Mais là, en fait, on clarifie en fait cette information en le mettant bien dans la partie TUI header. Donc, dans le premier bloc en haut à droite, la ligne qui est surlignée, c'est la ligne qui va changer dans la TUI à partir du mois de janvier.
Et après, ben, il va falloir aussi dans la TUI qu'on ait la possibilité de définir pour chacun des fichiers quelle est la licence qui s'applique sur ce fichier. Et dans ce cas-là, ben, c'est sur la partie plutôt à droite, en bas, là où vous identifiez, par exemple, là j'ai un fichier TUI qui contient trois fichiers, le 1, 2 et 3. Et en fait, on voit qu'il y a un bloc plus bas qui indique pour chaque licence quels sont les fichiers qui sont associés. Et donc, c'est comme ça qu'on aura la possibilité de relier un fichier à une licence. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà en place en pré-prod aujourd'hui. Donc, enfin, c'est pour ceux qui sont intéressés, peuvent déjà aller faire des tests en pré-prod. Et on va faire en production au mois de, au mois de novembre, début novembre, qui intégrera justement cette évolution du schéma TUI. Voilà. En sachant que, bien sûr, comme le précisait Nathalie, on garantit quand même une rétrocompatibilité pendant un certain temps, le temps que les services reversants se mettent à jour. Mais aujourd'hui, toutes les TUI que vous déposez continuera à fonctionner et on attribuera par défaut l'autorisation HAL tant que, il n'y aura pas ce nouveau système de licence qui sera intégré dans le fichier TUI. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, juste d'avoir au moins comment est-ce qu'on doit exprimer l'information de licence dans la TEI. Et puis aussi à savoir, donc j'ai pas préparé de slide là-dessus, mais on aura aussi une possibilité une exposition de l'information de licence via l'API de recherche de HAL. Donc là, aujourd'hui, l'API de recherche n'expose pas correctement l'information de la licence. Et donc, lorsqu'on aura mis en place ce nouveau système, on exposera pour chacun des fichiers la licence qui est associée. Voilà. Et donc ça fait partie aussi des évolutions qui seront mises en place en janvier. Je crois que j'ai terminé là-dessus. Hélène? Oui, merci beaucoup Yannick, merci Nathalie. Donc maintenant que nous avons vu le cadre général de cette évolution et les aspects techniques qui seront mis en œuvre à partir de janvier, une question se pose aujourd'hui et comment est-ce que le CCSD se propose de vous accompagner dans ce changement et comment est-ce qu'il répond effectivement aux recommandations du comité d'orientation? Donc, nous avons pleinement conscience que ce sujet, ce changement peut susciter des interrogations et au regard des questions que vous posez dans le module questions-réponses, c'était effectivement un sujet qui interroge et qui peut éventuellement amener des craintes, d'autant plus que c'est un sujet qui peut être perçu comme complexe au regard de sa dimension juridique pour laquelle nous ne sommes pas nécessairement tous et toutes des experts. Donc c'est pour cela que nous avons conçu un dispositif d'accompagnement structuré, progressif, pour répondre en fait aux besoins des utilisateurs, donc de vos besoins, grâce à des ressources adaptées. Donc, notre démarche d'accompagnement s'articule autour de trois principes directeurs. Le premier principe consiste à accompagner l'ensemble des utilisateurs, quelle que soit l'expérience, le niveau, le statut, etc. Qu'il s'agisse d'un déposant occasionnel, d'un formateur chargé d'expliquer les licences à ses collègues ou d'un valideur technique qui va gérer un volume important de dépôts. Chaque profil d'utilisateur a donc des besoins spécifiques auxquels nous souhaitons apporter des réponses adaptées. Deuxième principe, nous allons proposer des ressources diversifiées en essayant donc de varier les modalités d'apprentissage dans la mesure où elles varient effectivement d'un individu à l'autre. Et donc, nous nous appuyons sur différents formats qui peuvent être des documents de référence, des tutoriels vidéo, des formations interactives, de l'auto-formation, des infographies de manière à ce que chacun et chacune puisse accéder à l'information selon ses préférences. Troisième principe, et non des moindres, il s'agit pour nous d'inscrire notre démarche dans une logique participative. Comme je vous l'expliquais en introduction, nous ne concevons pas cet accompagnement de manière unilatérale. Ces ressources sont donc construites en dialogue avec vous.
en nous appuyant sur vos questions, vos situations réelles rencontrées dans votre activité de dépôt ou de curation ou de validation, et donc sur vos retours d'expérience. Et il s'agit là d'un travail collaboratif auquel nous sommes attachés. Concrètement, cela se traduit par 6 niveaux d'intervention progressif, de la découverte à l'expertise technique. Et vous le voyez sur cette slide-là, nous avons identifié donc différents besoins qui vont de la découverte en passant par euh, faciliter le choix, résoudre des situations des plus fréquentes aux plus complexes, accompagner et puis apporter des consignes précises, en particulier au niveau des valideurs. Donc pour les premiers besoins identifiés précédemment, sur l'étape découvrir, donc il s'agit pour nous de vous présenter en fait le cadre, le contexte dans lequel s'inscrit cette évolution et comment est-ce que nous allons appliquer les licences dans HAL. Donc il existe effectivement tout un tas de documents aujourd'hui qui expliquent ce que sont que les licences d'un point de vue plus général et dans un contexte de sciences ouvertes. Et là, l'idée pour nous, c'est de produire un essentiel, un format que vous connaissez très certainement, qui va être dédié aux licences dans HAL. Donc, c'est un document qui présentera ce qu'est une licence, celles qui sont proposées dans HAL et ce qu'elles autorisent. Ce document qui sera disponible sur l'espace de formation du CCSD pourra être complété et vous pouvez d'ores et déjà les consulter par des billets de blog dédiés aux licences que vous allez pouvoir retrouver donc sur le blog du CCSD. Et de la même manière, vous allez pouvoir prendre connaissance des recommandations du comité d'orientation qui sont également accessibles depuis le site du CCSD dans la rubrique documents de référence. Lorsque vous serez en situation de choisir la licence qui est la plus adaptée à votre situation, nous allons développer un tutoriel vidéo qui va illustrer pas à pas le processus de sélection dans l'interface de dépôt. La documentation HAL viendra compléter ce tutoriel avec un ensemble d'éléments d'explication, mais également de manipulation. Et pour celles et ceux qui souhaitent interagir avec des formateurs du CCSD, vous pouvez dès à présent vous inscrire à une formation déposée dans HAL qui intègre déjà la question des licences. Lorsque vous allez vous retrouver en situation de trouver une solution, de résoudre en fait une situation plutôt fréquente, nous allons vous proposer une infographie interactive qui permettra aux utilisateurs d'identifier rapidement la solution la plus adaptée à la situation de leur dépôt. Poursuivons maintenant avec des usages plus avancés des licences. Évidemment, il y a les cas les plus fréquents d'attribution de licences dans HAL, mais nécessairement, il y aura des cas plus complexes pour lesquels, en fait, il va être nécessaire d'instruire chacune des situations. C'est pour cela que nous vous invitons dès à présent à formuler vos situations dans ce document partagé qui apparaîtra tout à l'heure dans le chat. Mes collègues à la modération vous partageront un ensemble de liens. Ce dispositif est important puisqu'il permet de capitaliser sur l'expérience collective, puisqu'une interrogation formulée par un déposant en particulier peut bénéficier à l'ensemble de la communauté. Donc, je vous invite aujourd'hui à alimenter ce document au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. Enfin, si vous êtes en position d'accompagnement ou de formation, de vos propres collègues, de vos propres communautés. Vous pouvez tout à fait vous appuyer sur le module d'auto-formation qui existe déjà et qui est déjà disponible sur l'espace de formation du CCSD et qui est plutôt destiné aux utilisateurs qui souhaitent acquérir une compréhension plus approfondie de ce que sont les licences et comment elles peuvent être mobilisées dans le cadre d'un dépôt HAL. Et ce module d'auto-formation devrait pouvoir vous amener à une plus grande autonomie concernant l'ensemble des aspects liés à ce sujet. D'autre part, vous pouvez également vous appuyer sur des billets de blog et puis sur les recommandations du comité d'orientation, mais je l'ai déjà dit.
Enfin, pour le niveau valideur, effectivement, puisque cette métadonnée devient obligatoire à partir de janvier 2026, il sera demandé aux valideurs de s'assurer de la cohérence de cette métadonnée avec ce qui est indiqué dans le fichier. Et donc, nous sommes effectivement conscients que cela entraîne de nouvelles contraintes. Et donc, nous préparons pour vous accompagner dans cette activité-là et pour accompagner la cinquantaine d'établissements qui aujourd'hui prennent en charge cette activité. Nous vous mettrons à disposition des consignes de validation. Nous profiterons également de- du dialogue qu'on va instaurer et de la rédaction de ces consignes pour recueillir des cas d'usage que nous documenterons. Et nous envisageons d'organiser un webinaire d'information dédié spécifiquement aux valideurs techniques pour la prise en charge de cette nouvelle métadonnée. Donc, je tiens à rappeler, à souligner que plusieurs ressources sont déjà accessibles dès aujourd'hui. Vous avez ici quelques captures d'écran qui vous montrent les ressources sur lesquelles vous pouvez d'ores et déjà vous appuyer, qui sont soit dans l'espace de formation, soit sur le site du CCSD. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette construction de ressources progressive repose aussi sur votre participation active. Donc, ce que nous vous invitons à faire, c'est à nous partager vos questions et cas d'usage dans le document partagé. Nous centraliserons ensuite l'ensemble de ces situations, de ces cas d'usage, et nous nous appuierons sur vos apports pour enrichir nos ressources de manière continue. Voilà, je vous invite à les utiliser dès à présent. N'oublions pas que finalement, les meilleures ressources sont celles qui répondent à vos besoins réels. Donc c'est pour ça que vous êtes invités à contribuer. Avant de terminer sur cette partie accompagnement, donc je vous ai présenté un certain nombre de ressources sur lesquelles nous avons travaillé depuis plusieurs semaines. Malgré ce travail d'identification, il est possible que certains besoins spécifiques n'aient pas été anticipés. Certains formats, certains cas d'usage particuliers à votre discipline ou à votre établissement peuvent nécessiter que l'on se penche sur des ressources complémentaires. Nous restons donc à votre écoute pour ajuster et compléter ce dispositif. Je vous retrouvez ici sur cette slide l'essentiel à retenir avec effectivement les éléments de cadrage qu'a évoqué Nathalie et ainsi que les principes directeurs qui ont guidé cette évolution. Vous avez également en rappel le calendrier de mise en place de cette évolution à garder en tête pour l'année prochaine. Il est 37, on est dans les temps. Nous allons pouvoir maintenant passer à vos questions. Il y a effectivement, je vois beaucoup de questions dans le module questions-réponses. Et je remercie à nouveau Léo, Camille, Agnès et Timothée qui sont à la modération et qui vont identifier celles euh, comme je vous le disais plutôt en introduction, qui vont porter sur le cadre général de cette évolution, la dimension technique et sur les ressources d'accompagnement. Je me permets d'insister sur le fait que les questions relatives au cas de dépôt spécifique, si on évoque par exemple quelle licence pour tel document dans telle situation, vont nécessairement nécessitent nécessairement une analyse approfondie au cas par cas. Et donc, je vous invite à vous reporter sur le document collaboratif pour nous les partager. Euh, donc voilà, peut-être une première question. Hop, je vais peut-être arrêter le partage. Hop, le temps pour moi de récupérer les questions. Je vous demande quelques instants. Alors, hop, excusez-moi, le temps de me connecter. Alors, une première question tout d'abord.
Euh, une première question sur l'attribution a posteriori d'une licence sur des dépôts déjà effectués. Donc, est-ce qu'il sera possible de modifier la licence, donc l'autorisation HAL, dans l'hypothèse où c'est celle-ci qui a été attribuée, est-ce qu'il sera possible de la modifier à partir de janvier pour attribuer une licence différente? Oui. Non, Voilà. non, je développe un peu. Non, mais effectivement, en janvier, tous les dépôts auront une licence ou, enfin, la majorité, ce sera la licence, enfin, pardon, l'autorisation HAL. Et donc, ça sera tout à fait possible de la changer. Voilà. Mais oui, ce sera possible. Euh, Merci. Yannick, peut-être un point, est-ce que, enfin, je veux dire, ça peut déjà, actuellement, on peut déjà associer une licence si on le souhaite, c'est pas nécessaire d'attendre janvier, en fait. Ah oui, non, mais tout à fait, tout à Voilà. fait. En fait, aujourd'hui, c'est déjà possible d'associer une licence et c'est tout à fait possible de le faire déjà aujourd'hui. Et puis, on a aussi un service, le service de suggestion qui impose déjà aujourd'hui une licence. Donc, on a quand même, voilà, le mécanisme ne va pas changer fondamentalement. Là, on est vraiment sur une évolution, on va rendre le champ obligatoire et on va travailler sur l'ergonomie pour rendre la saisie de la licence plus simple. Mais en tout cas, oui, ça sera possible de le faire, de changer la licence, enfin de définir une licence, et c'est déjà aujourd'hui possible de le faire, tout à fait. Merci Yannick pour cette précision. Il y a eu plusieurs questions relatives à l'API, mais effectivement, tu as apporté des éléments de réponse dans la présentation. Il n'est peut-être pas nécessaire que l'on y revienne. Si peut-être une question, alors toujours technique Yannick, y aura-t-il une évolution des API pour faire apparaître, remplacer la métadonnée licence présente dans les formats CSV JSON? Donc là, on est vraiment sur une Oui, dimension non technique. mais en fait aujourd'hui, alors pour être précis aussi, l'information de licence qui est accessible dans l'API, donc le champ licence S, c'est la licence qui est renseignée au niveau des métadonnées dans le formulaire de dépôt. Et en fait, on n'expose pas du tout la licence qu'on pourrait renseigner au niveau des fichiers. Donc c'est prévu qu'on fasse cette évolution, qu'on expose toutes les informations de licence de tous les fichiers. Et donc, du moment que c'est exposé dans l'API, ça sera exposé dans les différents formats que sont CSV ou la TUI ou le JSON ou autre. Donc, c'est automatique en fait. Merci Yannick. Alors peut-être pour reprendre la notion d'autorisation HAL, une question qui est que recouvre cette autorisation? Quel droit donne-t-elle en termes de réutilisation des fichiers? Est-ce que c'est plus restrictif ou pas que la position d'une licence? Peut-être Nathalie? Alors oui, il y a beaucoup de questions sur ce qu'est l'autorisation HAL. Est-ce que c'est une licence ou pas et quel est le périmètre qui est recouvert par cette autorisation HAL? Donc en fait, ce que l'on appelle autorisation HAL, c'est l'accord qui est donné par le déposant et qui est nécessaire à la finalisation de son dépôt. Donc quand vous êtes dans l'interface, je crois que mes collègues dans les réponses ont partagé un lien vers présentant en fait ce qui est demandé dans cette autorisation HAL. Donc en fait, au moment de faire votre dépôt et de le valider, vous devez formellement voilà, accorder une autorisation à HAL de mettre en ligne ce document. Et puis, donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, il y a un autre aspect complémentaire. Vous reconnaissez que votre dépôt va être soumis à une procédure de validation technique et qu'il pourra être refusé à l'issue de cette procédure. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'autorisation HAL, ça revêt deux choses. Ça permet au CCSD de mettre en ligne, de diffuser, de distribuer dans le périmètre de HAL le fichier qui a été déposé. Et puis après, deuxième élément, ça garantit que le déposant a bien compris qu'il y avait quand même une procédure, il n'y avait pas une mise en ligne automatique, il y avait une procédure préalable de validation technique qui comprend un certain nombre d'éléments et qu'à l'issue de cette procédure, il pouvait être tout à fait
La conclusion, ça pouvait être des demandes de modification ou le refus de son dépôt. Donc en fait, elle est assez ambivalente, cette autorisation. C'est pas une licence qui, comme le font les Creative Commons ou les copyrights ou autre chose, décrivent précisément en fait les conditions de réutilisation. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme licence, mais celui d'autorisation en fait. Et là, l'intérêt de cette autorisation, c'est qu'elle est explicite et qu'elle a vraiment été validée au moment du dépôt par l'individu déposant. Donc, elle a quand même une valeur et elle témoigne quand même d'un accord sur un ensemble d'éléments. Donc, voilà le périmètre de cette autorisation. Donc, l'intérêt de pouvoir la mettre davantage en avant sur les dépôts existants, c'est qu'elle clarifie ce qu'il est possible et pas possible de faire. L'inconvénient de cette autorisation HAL, c'est qu'elle est extrêmement limitée. Donc les possibilités de réutilisation en dehors de HAL ne sont pas possibles en fait. D'où, je pense, voilà, les questions qui ont émergé, que certains d'entre vous ont pu faire remonter sur la possibilité, si certains auteurs déposants le souhaitent, de modifier cette autorisation et peut-être de la remplacer par une licence ou autre chose qui permettra d'être, voilà, de peut-être d'ouvrir davantage la réutilisation, la diffusion de ce contenu. Merci Nathalie. Il y a d'autres questions effectivement sur la possibilité ou non d'apposer deux licences à un fichier. Je pense que là, si déjà on en appose une, mais Yannick, peut-être que ça peut correspondre à un cas d'usage très particulier, auquel cas je vous inviterai à compléter le document que nous avons mis à votre disposition pour nous présenter les situations qui pourraient correspondre à cette question, en fait. On a juste la possibilité aujourd'hui de définir plusieurs licences pour les logiciels, en fait. Mais là, en fait, on n'a volontairement pas abordé les logiciels parce que ça se base sur un référentiel externe. Et là, pour les logiciels, on peut en mettre plusieurs. Mais pour les autres types de documents de HAL, on n'a pas cette possibilité. Enfin, on n'a pas identifié ce cas. Mm. Il y a une autre question, d'autres questions qui relèvent de la page de garde, avec une question sur est-ce qu'on va apposer le logo de la licence sur sur la première page du fichier? Donc j'imagine que oui, c'est la page de garde au niveau de la citation. Et si cette information n'est pas présente dans le PDF, voilà, comment est-ce que comment le fichier transporte cette information avec lui? Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà sur la page de garde la licence qui est retenue par le déposant. Donc, enfin, ça va pas changer. Donc, vu que tous les fichiers auront une licence, cette information sera présente sur tous les PDF. Mhm, Donc, oui, oui. Et on aura aussi l'information si c'est l'autorisation HAL qui a été sélectionnée, enfin, oui, qui a été retenue. On affichera aussi cette information sur les PDF. Tout à mhm. fait. Sur la page de garde. Ok, merci Yannick. Alors, il y a d'autres questions sur l'attribution massive et rétrospective de licences, mais peut-être Nathalie, tu peux revenir sur le fait que c'est l'auteur qui décide de la licence qui est apposée à son dépôt, au-delà de Oui, la dimension purement technique, hein. tout à fait, mais là, enfin, moi, je sais pas, j'ai interprété cette question comme par exemple un auteur qui a déposé plusieurs dizaines de documents dans HAL et qui souhaiterait effectivement, de manière massive, est-ce qu'il doit effectivement retourner sur chacun de ses dépôts et associer une licence ou Yannick, est-ce qu'il y aurait une possibilité de le faire de manière plus importante. Donc, voilà, moi j'ai compris cette question dans ce Dans sens-là. ce Donc, je sens-là. confirme qu'il faut effectivement que ce soit un choix de l'auteur, mais bien sûr en cohérence avec l'accord qu'il a pu consentir à d'éventuels éditeurs. Donc là, il faut que les deux choses sont importantes. Merci Nathalie. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions et on avait vraiment beaucoup de questions. Donc, vraiment, je vous remercie de votre compréhension si on ne peut, si votre question ne sera pas traitée aujourd'hui. Pour en revenir, alors ça fait un peu désordre, mais disons que sur l'histoire de la page de garde, effectivement, Yannick, il y a une question sur la page de garde qui est présente sur le fichier principal, mais qui n'est pas présente sur les annexes. Oui,
Oui, non, en Et, fait, en fait, le et problème, oui, c'est que on ne génère une page de garde que pour le fichier principal. Sur les annexes, on n'a pas cette information, puisque en fait, les annexes, on accepte beaucoup de enfin, types de fichiers différents. Donc, en fait, on n'a pas, on rajoute pas automatiquement cette page quand c'est du PDF. On a juste l'information au niveau de la page de la publication à la page du dépôt. On a cette information qui est présente sur la page, mais pas intégrée dans les fichiers. Donc ça, c'est vrai. Et comme ça, je vois pas comment on pourrait faire évoluer le système. On pourrait, Mhm, si c'est des fichiers PDF, on aurait la possibilité de le faire, mais sur tous les autres formats, ben, ça me semble être un peu mhm, compliqué. mhm. Euh, Poursuivons avec des questions d'interface. Il y a une question sur la mention d'une licence par défaut dans son compte HAL. Donc, c'est un sujet qu'on avait évoqué. Oui, on a toujours cette information. Je sais plus trop ce que. Non, enfin oui, on a cette information. Elle existe aujourd'hui, en tout cas. Elle existe. Et puis on a regardé, justement, on en a parlé là, hier. Il me semble Mm, il y a quand même un grand nombre de comptes qui ont défini une licence par défaut. Donc, si on utilise cette information, ça positionnera ça positionnera la licence dans le formulaire. Donc, ce qui pourra simplifier encore plus, enfin, mhm. simplifier le choix. Mais effectivement, ça a représenté à peu près 6 000 comptes. Merci Yannick. Alors, il y a encore plein de questions. Euh, alors, il y a beaucoup de questions sur les conséquences du choix de telle ou telle autorisation. Je ne suis pas totalement certaine que ce soit le lieu pour répondre à cela, à moins que Nathalie, tu souhaites, ou l'une des élues, peut-être, je ne sais pas. Euh, Ensuite. Sur la question des valideurs, effectivement, je l'ai évoqué dans la partie accompagnement, le fait que cette métadonnée devienne obligatoire, c'est effectivement donc une métadonnée supplémentaire à vérifier. Donc oui, cette politique a un impact dans la mesure où il va s'agir de vérifier la cohérence entre la licence qui est indiquée et ce qui est présent dans le fichier. La question d'après qui est est-ce que la modification de la licence implique de repasser en validation technique? Yannick, je ne pense pas que si, peut-être, je sais pas. Non, enfin Non, aujourd'hui voilà. c'est dans le workflow, c'est une édition de métadonnées, ça repasse pas par la modération. Hmm. Voilà. C'est lorsqu'on ajoute un fichier, Uniquement modifier un fichier, il y a un ajout de fichier ou voilà. une nouvelle version. Ouais. Hmm. Effectivement. Euh, D'autres. Alors moi, je voyais plusieurs questions autour de l'utilisation par l'IA, enfin les LLM et les Creative Commons Signal. Donc voilà, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément détaillé la liste complète des licences qui vont être disponibles dans l'interface. Voilà, donc Nathalie a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y aurait effectivement les licences CC BY, voilà, mais sans forcément expliciter la liste complète de celles-ci. Euh, Licence étalable, et puis effectivement, ce qui permet de répondre aux problématiques du droit d'auteur par défaut, en fait, donc le tout droit réservé copyright. Mais effectivement, voilà, il y a eu plusieurs questions dans le chat autour de licences CC BY qui permettent donc d'expliciter ce qu'on souhaite que les IA fassent avec les publications. Voilà, je pense que, enfin, voilà, Nathalie, ça peut avoir vocation à apparaître. Alors, si j'ai bien compris quel était le périmètre des licences ici by Signal, elles sont d'une part relativement récentes en fait, hein. J'ai en tête qu'elles datent peut-être du printemps dernier, sauf erreur de ma part. Et d'autre part, ce ne sont pas des licences en tant que telles, si j'ai bien compris, ça serait des modalités pour rendre lisibles par les outils d'IA les contenus des licences Creative Commons. Donc ça, pour nous, c'est peut-être un autre objet. Effectivement, c'est un chantier sur lequel voilà, nous devons avancer pour
Effectivement, en l'état, il y aura pas, si j'ai bien, enfin, le choix, c'est pas d'avoir des licences particulières pour les outils de d'IA, mais plutôt de rendre lisibles par ces outils les licences qui auraient été choisies par ailleurs. On est plutôt parti sur cette logique-là. Et voilà, ça fait partie des choses que l'on doit finaliser d'ici la fin de l'année, le déploiement du dispositif. Après, moi, je serais volontiers revenue parce que j'ai vu à plusieurs reprises qu'il était peut-être mentionné que la licence CC BY serait mise par défaut, en fait. Alors, peut-être j'ai manqué de clarté dans mon exposé, donc ce ne sera pas du tout le cas. C'est vraiment une recommandation qui est portée par le CCSD en cohérence avec les valeurs que nous portons favorables à la science ouverte et à l'open data. C'est simplement une recommandation. En revanche, sur cette question de CC BY, il y a quand même un cas qui est un petit peu une exception, mais qui est quand même importante, surtout en France. C'est le choix qui a été fait par l'ANR, en fait. Et là, pour le coup, lorsque des publications sont liées à des projets financés par l'ANR, il est effectivement là, pour le coup, demandé, exigé par l'ANR qu'une licence CC BY soit associée à ces publications. Donc, dans le cas particulier de publications bien identifiés comme relevant de projets financés par l'ANR, dans ce cas-là, effectivement, l'auteur n'a pas le choix puisque c'est enfin là, c'est une demande qui est portée par le financeur d'apposer une CC BY. Donc ça pourra peut-être être aussi le cas pour d'autres financeurs, soit français, soit européens. Mais en tout cas, voilà, ça constitue une exception. Dans tous les autres cas, il n'y aura pas d'imposition d'une licence CC BY. C'est vraiment une recommandation que nous portons et que nous expliciterons, mais voilà, pas du tout d'imposition de cette licence. Merci Nathalie pour cette précision. Est-ce que voilà, là encore une soixantaine de questions dans le module. Est-ce que vous en avez vu certaines euh, Hélène, moi j'avais repéré des questions Oui, autour de je t'en l'articulation prie. avec STAR, Oui. du dépôt des thèses en fait dans Mm. STAR qui sont ensuite poussées dans HAL et la possibilité d'imposer une licence à ces dépôts-là. Moi j'aurais tendance à penser que ça dépend du contrat de diffusion qu'on a signé avec l'auteur et qu'en tant qu'établissement, on ne peut pas décider de la licence qu'on va associer au fichier, mais je ne sais pas si c'est une question que vous avez creusée. Nathalie, peut-être? Là, pareil, c'est vrai que quand j'ai insisté sur le choix de l'auteur en précisant qu'il devait être forcément s'inscrire dans les accords qu'il avait pu conclure avec l'éditeur, pour moi, ça inclut, enfin voilà, j'ai peut-être un peu trop focalisé sur ce cas. Il y a effectivement d'autres cas qui existent et le cas des thèses en étant en fait. Donc effectivement, les conditions de diffusion de la thèse sont liées effectivement à ce qui aura pu être décidé par le jury et l'établissement. Peut-être une toute dernière question. Éventuellement, il est 57. Nous allons clôturer ce webinaire à 14 heures. Est-ce qu'il y en a d'autres si je reparcours la liste. Sur des campagnes de communication, peut-être. Est-ce qu'il y aura une campagne de communication afin d'inciter les déposants à apposer une licence? Alors effectivement, on va prévoir un ensemble de messages sur nos différents canaux de communication, que ce soit nos listes de diffusion ou les réseaux sociaux que le CCSD a, donc que ce soit LinkedIn, Blue Sky, Mastodon, etc., pour présenter cette évolution et pour expliquer ce que cela va impliquer. Donc, on ne sera plus vraiment dans l'incitation à la position d'une licence, puisque cette métadonnée étant devenant obligatoire, voilà, les déposants auront à faire un choix, effectivement. Donc, le message ne portera pas sur l'incitation, mais plus sur pas de dépôt sans licence, qui était le titre du webinaire d'aujourd'hui. On va peut-être que terminer sur cette question-là. À nouveau, merci à vous tous pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Merci à nos intervenants, intervenantes. Merci aux collègues qui sont à la modération des questions aujourd'hui, qui ont eu fort à faire
vu le nombre de questions. Donc merci Léo, Timothée, Camille et Agnès. Merci à vous tous et puis à bientôt sur ce sujet avec de nouvelles informations dans les prochaines semaines. À bientôt. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.